Ok. Alors, je ne sais pas si vous avez tous vu le titre de cette semaine. Je me suis fait engueuler par ma femme quand elle a vu le titre. Pas à cause des fautes d'orthographe. Ça, c'est Xenia qui m'engueule. Et elle m'a dit, je sais pas à décrire pourquoi on pousse mémé dans les orties, quand elle est en short. Je sais pas qui c'est qui l'a vu. En tout cas, on va s'intéresser, on va essayer en tout cas, ce soir, d'essayer de comprendre un petit peu tous ces petits détails qui ont l'air de nous galérer un peu la vie, compliquer la vie. Et il y en a beaucoup des petits détails. Beaucoup. Énormément. Sans parler enfin, on va en parler aussi de ce qui n'est pas détail. Il y a aussi des gros blocs de mitzvot énormes qui sont pas des détails. Et ça aussi, il y en a des tonnes. Quand on dit qu'il y a 613, il n'y a pas réellement 613. Il y a beaucoup plus. 613, c'est ceux qui ont été donnés directement de la Torah. Dessus, il y a plein de ce qu'on appelle un sayag, des barrières qui ont été créées par les rabbins pour qu'on s'éloigne des interdits, des tonnes, énormément. Et quelques-uns qu'ils ont rajoutés, comme Purim, Hanouka, très peu qu'ils ont rajoutés, mais il y a des tonnes où ils ont interdit encore plus que ce qui était interdit directement dans la Torah. Donc ça fait des tonnes. Donc on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi tellement. Pourquoi il y a besoin de tellement. On aurait pu nous prendre la tête un petit peu, genre quand on est à la synagogue, voilà, un petit peu au travail, un petit peu à la maison, bon, mais voilà, mais pas tout le temps, à chaque instant, partout où qu'on soit, peu importe à quel moment de la vie, il y a une mitzvah à faire ou une avéra à ne pas faire. De n'importe quel instant, à partir du moment où on ouvre les yeux, au moment où on se couche, à chaque instant, vous avez quelque chose à faire ou à ne pas faire. On va essayer de voir ça ensemble, essayer de comprendre est-ce que c'est juste pour nous prendre la tête ou il y a quelque chose de un petit peu plus profond là-dessus. Déjà, est-ce que vous connaissez un petit peu les catégories de mitzvot? Il y a plusieurs façons de faire des catégories dans les mitzvot. Donc, de base, il y en a 613. On peut faire, il y a plusieurs façons de faire des catégories. Il y a, par exemple, ça vous avez déjà entendu parler, assez, lota, assez, j'imagine. Il y a tout ce qui est actif et passif, donc tout ce qui est permis, tout ce qui est obligatoire, il faut faire. On a un exemple, mettre les tchilines, donner à tzedaka, etc. Et il y a tous les interdits. Donc tout ce qu'il faut pas faire, il faut pas tuer, il faut pas voler, il faut pas plein de choses. Ok, donc il y a deux grandes catégories déjà. C'est une façon d'être mechalek. Cette façon-là, elle est très noire, c'est-à-dire elle est très pratique parce qu'on voit tout de suite, il y a deux façons de servir Dieu. Il y a la façon par ahava, par amour, et là par ira, par la crainte. Alors la crainte, c'est pas péjoratif, on l'entend en français de manière péjorative. Il faudra faire une fois un cours que sur la crainte. La ira tachem, c'est pas du tout quelque chose de péjoratif. La meilleure traduction que crainte, ce serait de dire la prudence. Il faudrait expliquer longuement. Mais toujours est-il qu'on voit très bien dans ces deux catégories quand c'est quelque chose qu'il faut faire, donc là c'est par amour. Quand c'est quelque chose qu'il faut pas faire, qu'il faut s'interdire de faire, ça c'est par la crainte qu'on s'interdit. En gros, c'est que Hachem, il nous a donné la possibilité d'être acteur dans la création, il nous a rendu choutaf, on doit s'associer à lui. C'est en ça qu'on est fait à son image, c'est qu'on a un pouvoir de faire quelque chose. Et tout ce qui est interdit, c'est genre, Hachem, il nous dit, regarde, je t'ai filé un monde, il n'est pas terminé. Bon, déjà, ne détruis pas plus. Ça, c'est les interdits. Après, il faut être mashlim auto, il faut le compléter. Pour ça, c'est toutes les mitzvot positives qu'il faut faire, les assez. Il faut le compléter. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle la femme en a un petit peu moins que l'homme, dans les mitzvot assez. Les mitzvot lota assez, c'est exactement pareil pour la femme et pour l'homme, dans les interdits. Dans les mitzvot assez, la femme, elle a un petit peu moins parce qu'elle a un peu moins le rôle que l'homme de devoir compléter. Elle a moins de choses à arranger que l'homme. Moins de choses à arranger que l'homme. Évidemment, la femme, elle est un petit peu plus parfaite que l'homme, donc elle a moins de choses à arranger. Ça s'appelle un zikour, achre zikour, dans le terme du Zohar, c'est-à-dire la femme, comme elle a été faite déjà à partir de l'homme, elle a été faite donc un petit peu plus parfaite que l'homme. Ça, c'est une première façon de faire des catégories, mais il y en a d'autres. On peut faire les catégories, par exemple, de dire, je prends mes notes quand même, pour être sûr que c'est pas d'erreur.
Il y a la catégorie de dire toutes les mitzvot qu'il faut faire envers Hachem et toutes les mitzvot qu'il faut faire envers son prochain. Bien que tout soit lié, il y a les mitzvot qui sont envers Dieu. Donc, c'est la première partie des colonnes dans les 10 commandements. Vous voyez, je suis Dieu, tu n'auras pas de Dieu, tu ne diras pas le nom d'Hachem en vain, etc., Shabbat. Et de l'autre côté, les 5 autres, c'est envers son prochain. C'est une catégorie, tu ne tueras pas, tu ne feras pas de kidnapping, pas d'adultère, etc. Ok? Le tignaf, tu ne voleras pas, c'est traduit par voler, mais c'est voler quelqu'un, c'est du kidnapping. Bon. Ça c'est une autre façon de faire les catégories. Il y en a d'autres. On peut dire aussi tout ce qui est chukim, edut ou mishpatim. Il y a 3 catégories. Tout ce qui est chukim, c'est ceux qu'on comprend pas, les mitzvot qu'on peut pas comprendre tout de suite. Et les mitzvot qui sont un peu plus compréhensibles. Et il y a les edut, ça c'est les témoignages, ça veut dire les mitzvot qui viennent en souvenir d'un événement, les fêtes, etc. Il y a d'autres façons de faire des catégories. Il y a les mitzvot chiyuviot et kiyumiot. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Il y a les mitzvot, dans les mitzvot positifs, il y a deux façons, il y a encore 2 catégories. On peut dire toutes les mitzvot on est obligé de faire. Et donc si on le fait pas, eh ben ça s'appelle on a été mevatel un assez. Ça veut dire on a annulé une mitzvah qu'on aurait dû faire. Et il y a les mitzvot qui dépendent d'une condition. Si la condition se présente, alors il faut les faire. Si la condition se présente pas, on n'est pas obligé de se mettre dans la condition. Par exemple, la tzedaka. La tzedaka, c'est très bien de faire une mitzvah de tzedaka, mais je peux pas à chaque instant faire la tzedaka. C'est si quelqu'un vient me demander, alors je dois lui donner. Mais si ça se présente pas, c'est bien d'aller chercher un pauvre pour aller lui donner. Mais si je le fais pas, ça s'appelle pas que, c'est pas comme les tefilines, ou si j'ai passé toute la journée sans avoir mis mes tefilines, j'ai été mevatel un assez, ça s'appelle, ou j'ai passé, toute la journée de Pessah, j'ai pas mangé de la matzah, ça s'appelle j'ai été mevatel un assez, j'ai annulé une mitzvah. Il y a d'autres mitzvot où c'est dépendant d'une condition. Par exemple, les tzitzit, ça, il n'y en a pas beaucoup qui savent. Je vais chercher. Les tzitzit, ok. Les tzitzit, c'est dépendant d'une condition. Si on a un habit à 4 coins, alors il faut mettre aux 4 coins des tzitzit. C'est ça, les tzitzit. Mais on n'est pas obligé de mettre un habit à 4 coins. Maintenant, nous, on a envie, tellement on aime les mitzvot, on a envie de faire la mitzvah, alors on met un habit à 4 coins sur lequel on va être obligé de mettre les tzitzit, et du coup, on va mettre les tzitzit, et comme ça, on fait une mitzvah. Mais si on n'a pas envie de mettre un habit à 4 coins, bah, on met pas d'habit à 4 coins. Ok? Par contre, j'ai pas le droit de mettre un habit à 4 coins sans tzitzit au bout. Ok? Donc ça fait plein de catégories. Ok? Il y en a des tonnes. On va si vous rentrez un petit peu dans les détails, vous allez voir que dans Shabbat, les détails, on finit jamais d'apprendre. Du matin, comment il faut faire ses lacets. Au soir, comment on va faire la bracha avant de s'endormir, etc., etc. Ça prend tout notre quotidien et on ne suffit pas d'une vie pour tout apprendre. Heureusement, on peut tout le temps apprendre. Je sais pas si vous connaissez cette histoire là une fois il y avait un rabbin qui était dans une communauté et le président de la communauté qui lui payait l'appartement de fonction, il passe le soir une fois très tard et il voit à 2 heures du matin la lumière allumée. Il dit, oh purée, on paye les factures d'électricité. Ouais, c'était un président ashkénaze. Donc il était très proche et ça se fait pas. Il passe une autre fois, il voit encore allumé à 2 heures du matin. C'est pas possible, il va voir le rabbin. Il lui dit, il n'ose pas, alors il lui dit joliment, il lui dit, j'ai vu que c'était allumé, qu'est-ce qui se passe, vous avez un problème, un enfant malade, on peut aider, il vient comme ça. Il dit non, pas du tout, tout va bien, non, j'étais en train d'étudier. Ah, vous étudiez encore? Ah bah oui, à 2 heures du matin. Comme c'était un très bon rabbin, il a été appelé à d'autres fonctions, monté en grade, et du coup, le président cherchait un nouveau rabbin, donc il a écrit à l'ordre des rabbins. Envoyez-moi un nouveau rabbin, l'ancien est parti, mais cette fois-ci, veillez s'il vous plaît qu'il ait fini ses études. Ok? Normalement, vous rigolez là, parce que c'était une blague. C'est pas grave. Je rajouterai sur la vidéo les rires des sitcoms américains. Ça marcherait. En fait, tout le monde a rigolé. Non, c'est une blague d'Ashkenaz. En fait, on ne termine pas d'étudier. Ça veut rien dire. Il n'y a pas de moment où on va se dire, ça y est, on a fini. Même Grand Rav, il est tout le temps, il continue à apprendre. Il y a toujours encore quelque chose à voir, toujours quelque chose à approfondir. On n'en finit jamais. C'est ça qui est génial. C'est ça qui a l'air un petit peu déprimant aussi au départ.
si on pense qu'on peut arriver à la fin, alors de se rendre compte qu'en fait on n'y arrivera pas, c'est un petit peu déprimant. On se dit, bah alors pourquoi je vais me lancer pourquoi je vais me lancer ce défi si de toutes les façons je pense que j'y arriverai jamais. Donc déjà il faut comprendre que il n'y a pas de but de terminer d'apprendre, ça n'existe pas. On apprend pour connaître. Et plus on apprend, plus on va connaître. Il n'y a pas de moment où il y aura une fin. Ok. Maintenant j'ai envie de rentrer un petit peu dans ces petits détails là, tous ces petits détails qui ont l'air de nous, comme c'est présenté, très souvent qui ont l'air de nous un petit peu rendre la vie un petit peu plus, on va pas dire amère, mais disons que comme on aime bien comprendre ce qu'on fait, et qu'on fait plein de petits trucs sans les comprendre, c'est un petit peu désagréable. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est à quel Beoraita ou Bara Alma, que Kadosh Baruch Hu, ça tout le monde le sait, faut réussir à le ressentir. Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a regardé dans la Torah, et il a créé le monde en fonction de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah, l'enseignement des sages, c'est le mode d'emploi du monde. Ça veut dire, une fois, je sais pas si vous connaissez le Rav Dreyfus, il raconte une fois qu'il était venu en France et c'était à l'époque où on louait un téléphone à l'aéroport, il a loué, c'était pas la marque qu'il avait l'habitude, donc il savait pas vraiment s'en servir, et il se retrouvait comme ça pendant un cours, et son téléphone il sonne, et celui qu'il avait loué avant lui, il avait mis je sais pas quelle chanson de rock ou je sais pas quoi, et il avait un peu l'archouma devant tout le monde, il savait pas comment l'éteindre, son téléphone il sonne, et il n'arrivait pas à s'en sortir. Et il dit tout simplement parce que il avait pas l'habitude de ce modèle-là, il avait l'habitude de je sais pas quel modèle, et donc avec le mode d'emploi de ce modèle-là, il n'arrivait pas à l'éteindre, il n'arrivait pas à arrêter la sonnerie en plein milieu. Akadosh Baruch Hu, c'est un peu la même chose avec le monde, ça veut dire il y a un monde, il fonctionne d'une certaine manière. Hachem, il a créé le monde en regardant dans le manuel d'utilisation de la Torah, qu'il a créé aussi évidemment. Et le monde, il fonctionne en fonction de la Torah. C'est-à-dire que vous imaginez bien que le monde, il est compliqué, complexe. Déjà, les êtres humains, c'est complexe. Ça me faisait penser à une blague, mais je me suis dit, c'est pour un beat comme tout à l'heure, ça vaut pas le coup. C'est hyper complexe, les êtres humains. Et le monde aussi, c'est hyper complexe. Donc évidemment qu'il va y avoir des tout petits détails. Ça me fait penser à une fois il y a quelqu'un qui a écrit justement un rabbin et qui lui a demandé pourquoi des petits détails comme ça Shabbat, qu'est-ce que tu vas aller crier, sonner, machin, en plus tu dois te reposer, appuie sur le bouton, c'est hyper simple, tu mets la sonnette, c'est tranquille. Qu'est-ce que tu te galères à faire tac, machin, tu vas même pas le voir, tu sais pas, il va au 50e étage, il va pas t'entendre. Bref. Ces petits détails, il lui a écrit comme ça. Le rabbin laisse passer un moment et il reçoit un deuxième mail de la personne qui lui dit est-ce que ma question était tellement puissante que je suis arrivé au sommet de ce que vous connaissez, vous pouvez pas me donner de réponse? Il dit comment vous avez pas aimé ma réponse? Il dit non, j'ai pas reçu de réponse. Il dit c'est bizarre, pourtant je vous l'ai envoyé. Ah non, j'ai pas reçu, vous pouvez vérifier l'adresse? Il dit comment ça vérifier? J'ai écrit un tel arrobas Gmail comme. Et alors elle lui écrit ah oui c'est normal, vous avez pas mis le petit point. Faut mettre point comme, sinon ça marche pas. Alors il lui a dit quoi, mais vous avez rien reçu? Elle dit ben non ça marche pas. Il dit quoi, un tout petit point comme ça et vous avez rien du tout? Ah bon, tu reçois un bout du message, rien du tout. Elle dit ah non, vous comprenez, s'il manque le point, on reçoit rien. Il lui dit ok, alors si vous voulez comprendre pourquoi un tout petit point, ça change tout en informatique, étudiez l'informatique. Si vous voulez savoir pourquoi un tout petit point dans la Torah c'est important, étudiez la Torah. C'est ça sa réponse. Dans le sens tu peux pas décider que c'est compliqué, donc sur un pied tu veux que je t'explique tous les trucs. Si tu as envie d'aller, il faut que tu sois convaincu qu'il y a un sens là-dedans. À ce moment-là, tu te mets à étudier et on va t'aider avec grand plaisir. Mais tu peux pas comme ça, sur un pied, demander qu'on t'explique tout. C'est des choses qui sont mûrir, etc. Et donc, je vous ai dit qu'il y aura des histoires. Je vous raconte des histoires, c'est pas possible. Avant d'entrer dans l'histoire, je prends mes notes, je suis pas en train de répondre à mes mails.
Après, je vais poser ça. Ouais. C'est mon Rav qui m'a raconté ça, mon maître, Rabbi Chiel Yakovson, il s'appelle. Il m'a raconté que quand il était en train de construire sa souka, il habitait dans un quartier où il avait sa yeshiva était située dans un quartier en Israël où il y avait collé à la yeshiva un voisin qui était un voisin qui leur créait tout le temps des problèmes de voisinage. Il se plaignait du bruit, il se plaignait de plein de choses. Il avait beaucoup de temps libre et donc il utilisait beaucoup son temps libre à leur faire des problèmes. C'est quelqu'un qui venait d'une famille très pratiquante. Alors après, il est passé de très pratiquant à très pratiquant mais ouvert. Après, il est passé de pratiquant et ouvert. Après, il est passé à ouvert. Et après, il est resté là-bas bloqué à peu près ouvert. Mais plus trop. Voilà. Et bon, un petit peu resté un peu traditionnaliste. Et dès qu'il pouvait un peu les embêter, il sautait sur l'occasion. Et donc, il était là, mon Rav, en train de construire la souka pour la yeshiva. Alors, je sais pas si vous avez entendu parler de ce concept, souka chazonish. Vous avez déjà entendu parler de ce concept? Alors, déjà, je sais pas si vous avez déjà vu les soukottes de nos jours, elles sont un petit peu moins kiffantes que quand moi j'étais jeune, parce qu'ils ont sorti des nouveaux systèmes avec des barres qui s'imbriquent et des machins, clac, clac, et en 10 minutes c'est monté. Quand moi j'étais petit, avec mon père, ça nous mettait une semaine. Il fallait d'abord monter le plancher, on avait tous des systèmes de taquets, de machins pour faire le plancher, dessus un truc, dessus on avait des toits automatiques, bon, ça nous mettait au moins une semaine. Il fallait trouver où la ranger, il fallait être à 8 pour porter, bon bref, c'était du sport, c'était kiffant. On avait la bonne odeur du bois dans la souka. Alors, de nos jours, il y a des trucs un peu, il faut savoir qu'il y en a plein aussi qui sont faites comme ça, un peu en fer, qui sont pas du tout cachères. Il faut faire attention. Il faut demander à une autorité compétente quand est-ce que ça marche pas. Bref, c'est un peu compliqué. Toujours est-il qu'il y a un hidour, ça veut dire il y a une khumra, il y a un rave qui estime, qui s'appelle le chazanish, qu'une souka, il faut pas qu'il y ait de fer dedans. Même ce qui tient, non, on n'a pas le droit d'avoir le srach, c'est-à-dire le toit de la souka, qui tient directement sur du fer. Ça, on peut pas. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met du fer, on met du bois, et dessus, il y a le srach. Alors, il y a un rave qui s'appelle le chazanish, qui, si on veut faire une très très belle souka, qui sera aussi cachère selon cet avis-là, on met pas du tout de fer. Ça s'appelle Mekabel Touma. On met rien qui soit Mekabel Touma, qui reçoit l'impôt. On met rien. Tout doit être en bois, tout doit être... C'est un petit peu compliqué. Il y a plus de travaux à faire. Mais pas de fer. C'est quelque chose en plus. C'est une khumra, ça s'appelle. Ça veut dire, c'est pas imposé, c'est pas la loi stricte. On peut faire ça en plus si on veut. Et donc, il était là, il avait discuté avec ses élèves, c'était assez simple là-bas parce qu'il y avait 2 murs de l'autre côté, donc il suffisait de mettre juste un toit sur les murs, il utilisait les murs de la yeshiva comme murs de la souka, bref. Et donc, c'était assez simple de créer une souka chazonish là-bas. Et donc, ils ont commencé à construire une souka chazonish, donc une souka chazonish, on fait des trous dans le mur et on les accroche pas avec des chevilles en plastique, on n'accroche pas avec des boulons et avec des vis, on doit créer des taquets en bois, on doit les mettre pile à la taille, etc. Donc, c'est du boulot en plus. Et donc, ils sont là en train de construire. Et donc, il y a ce voisin qui passe, et qui s'arrête, qui fait, voilà un beau tableau. Alors, quand il parlait, il utilisait un langage en hébreu très choisi, des piyutim de Yom Kippour et de la Haggadah, c'est pas l'hébreu moderne. Il disait, l'éducateur avec ses élèves, dans une activité productive, enfin, et liée à la nature, bref, voilà, quel joli tableau, c'est magnifique. Okay. Et donc il s'approche, il regarde, il apprécie qu'ensemble, ils créent quelque chose, c'est très beau. Et il voit qu'ils sont là en train de se galérer avec des bouts en bois, et à essayer de rentrer, agrandir le trou, machin. Il comprend pas, il dit mais pourquoi vous faites comme ça? Alors mon Rav qui était sur l'échelle en train d'aider, il savait les problèmes s'il commençait à dire la vérité. Donc il dit non, on a commencé comme ça comme l'année dernière, il n'a pas voulu rentrer dans les détails,
Il dit, et l'autre, il lui dit, mais je comprends pas, il y a des dibelim. Dibelim, ça s'appelle dibelim, c'est comment on dit en français, dibelim? Une cheville. Il y a des chevilles en plastique, ça coûte rien du tout, vous mettez là-bas, tic-tac, vous l'avez fait et tout. Il y a un élève qui dit non, on fait une souka chazonish. Ouais. L'erreur fatale. Il s'est mis dans un état de colère, vous voyez, comme avec la baffe, comme ça, qui coule et tout. Il a hurlé. Il dit, je peux pas supporter ça. La vie, elle est pas assez compliquée comme ça. Pourquoi vous rendez la vie amère avec ça? C'est de l'obscurantisme, c'est de la folie, la vie, elle est pas déjà compliquée. Vous pouvez pas laisser la vie couler, agréablement. Déjà, la souka, voilà, Hachem, il nous a donné de faire quelque chose lié à la nature et à l'écologie. Voilà, comme ça on découvre le secret de la souka grâce à lui aussi. Et vous venez vous galérer là-dedans, vous venez compliquer, vous allez chercher les problèmes même quand il y en a pas. Vous pouvez pas laisser à la vie, ça sonne mieux en hébreu, l'isrom be'harmonia, ça veut dire la laisser couler harmonieusement. Ça sort moins bien en français. Isrom be'harmonia. Qu'est-ce que vous galérez, vous compliquez, vous allez chercher. Et il dit, mais qu'est-ce que j'ai vu la semaine dernière, parce que comme c'était Soukot, les gens ils achètent leur loulav et le hétrog. Ça aussi c'est magnifique, c'est rentrer la nature à l'intérieur de la synagogue, c'est génial. Qu'est-ce que j'ai vu? Quelqu'un qui sort avec une loupe, il a un beau hétrog, avec une loupe, il regarde s'il n'y a pas un problème, il cherche les problèmes, il sort dehors pour voir la lumière du jour avec une loupe. Il est beau le hétrog, il va chercher les problèmes. Qu'est-ce que vous avez besoin de chercher les problèmes? Je peux pas supporter ça, vous êtes insupportable, etc. Et comme ça, il n'arrête pas pendant 10 minutes. Alors, en général, mon rave, il rentre pas trop dans ce genre de débat, surtout quand c'est émotionnellement compliqué comme ça. Mais il sentait que la question se posait aussi au niveau de ses élèves. Donc, il s'est dit, si il va répondre après à ses élèves dans un cours, ça va faire genre, j'avais rien à lui répondre sur place, et donc je vais essayer de vous convaincre après coup. Donc c'était pas joli, il a été obligé de répondre devant les élèves à ce énergumène, et c'est un peu le problème qui nous préoccupe, c'est si après on laisse pas la vie couler un petit peu. Une fois, moi j'étais, quand j'ai fait mes études, avant de partir en Israël, j'avais fait des études d'électrotechnique, pour rien vous cacher. C'est ce qui m'a permis de vivre en Israël pendant 7 ans. J'ai payé mes autres études grâce à ça. Je travaillais le soir. Bref. Et donc j'étais là-bas et la directrice, je dirais pas qu'elle était antisémite parce que je suis ashkénaze et on va dire que l'ashkénazim il crie tout de suite à l'antisémitisme. Mais disons qu'elle m'embêtait beaucoup parce que j'étais en kippa et que ça la dérangeait que je sois en kippa. Mais tous les gens qui étaient autour de moi, il y avait que des arabes dans le truc, qui étaient adorables, il y en a même un avec qui je me suis beaucoup lié d'amitié, et on faisait la prière ensemble l'après-midi, on allait dans une salle, je faisais l'ultra, il faisait sa prière à lui, il n'y avait aucun problème, tous les élèves là-bas dans la classe me disaient, il n'y a aucun problème et tout, il y avait que elle que ça dérangeait, à mon avis, parce qu'elle était juive, et une fois elle s'est excitée contre moi. Elle dit, vous en avez pas marre avec vos bêtises, 256 vaisselles, elle a un petit peu exagéré, etc. Bon, 3 cuisines et tout, bon, enfin, bref. C'est un peu ça le problème qui nous préoccupe. Tous ces petits détails-là, tous ces trucs-là, on a l'impression un petit peu. Alors, comment il lui a répondu, mon rab? Alors, il avoue que c'est pas très joli, il faut pas faire comme ça, mais acculé, il n'avait pas vraiment le choix. Il a regardé fixement, il lui a dit, je peux pas supporter ça. Il n'y a pas de limite à l'hypocrisie. C'est toi qui viens me dire ça. Mais attends, je comprends pas. L'hypocrisie doit avoir une limite. Je peux même pas te regarder en face. C'est honteux. Comment toi tu peux venir me dire ça? Je veux pas te parler. Et il se détourne de lui. Il dit bon, il se tourne vers ses élèves. Il dit je vais vous expliquer. Il dit bon, si tu veux écouter, écoute. Mais je peux pas te regarder en face. Comment on peut être hypocrite à ce point-là? C'est toi qui viens me parler d'être marnique, ça veut dire d'étouffer, de l'isrom be'harmonia. C'est toi qui viens nous faire la leçon là-dessus. Ah, je peux pas te voir. Et il se tourne vers ses élèves et il leur dit, vous savez pourquoi je dis ça? Mais c'est pas possible. J'étais la semaine, je sais pas combien de temps, j'allais dire la semaine dernière, je sais pas combien de temps. Il devait aller chez lui
pour signer des papiers au propos d'un procès qu'il leur faisait sur le voisinage, etc., de tous les problèmes. Lui, en tant que bon politicien, mon Rav, il essaye de garder quand même des bons rapports avec lui, donc il venait le voir chez lui à la maison. Mais en fait, il s'est rendu compte pourquoi il l'avait invité à venir à la maison, c'est parce qu'il voulait lui montrer quelque chose. Alors il le fait rentrer, il lui dit attends, avant qu'on regarde les papiers, qu'on signe, etc., rentre dans le salon. Là, je te montre quelque chose. Il ouvre la porte. Il dit, je me suis retrouvé dans un... Il dit, c'était plutôt un musée qu'un salon. Vous savez, c'est comme les... C'est pas un endroit où on vit, c'est un endroit où on montre. Ça veut dire, c'est comme ce que vous voyez dans les catalogues, où ça a l'air tout... C'est pas vraiment... Il y a pas... On a l'impression que c'est pas vraiment un endroit de vie, c'est un endroit de... C'est un musée. Il rentre, il lui fait alors... Il fait, ah ouais... Il dit, t'as vu dans les détails? De quoi il parle? Qu'est-ce que j'ai vu là-bas? J'ai vu, il y avait un rideau, il y avait des chaises, une table, bon, il y avait des bibelots. Quoi? Et il lui fait comme ça. Pas trop bien, ça? Pas trop la classe? C'est de quoi? Il dit, ça se fait pas que je lui dise que je comprends pas de quoi il parle, parce que si je lui dis mon rapport, il pensait que je me moque de lui, mais de quoi il parle? Alors, il lui fait, et en espérant qu'il va nous dire de quoi il parle. Il dit alors attends, tu sais quoi, je vais ouvrir les rideaux que tu vois à la lumière du jour, ce que ça donne. Je dis, mais comment je vais faire ici? Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas de quoi il parle. Et il ouvre, il dit sauf, heureusement, Baruch Hashem, il lui a dévoilé de quoi il parle. Et regarde avec la lumière du jour. La teinte de la moulure de la chaise, à quel point elle est Azemish'talev. Alors comment on dit en français? C'est comment on dit en français Mishtalev? J'ai du mal. C'est assorti à la teinte des moulures de la table, à fournir, enfin un truc hyper compliqué. Et il n'avait pas trouvé les chaises qui étaient exactement dans la même teinte au niveau des moulures de la table. Et donc il a passé 3 jours, il lui raconte, je suis allé 3 jours, donc il a posé ses congés. Pendant 3 jours, il était maître de conférence à la fac. Il s'est arrangé pour se faire remplacer pendant 3 jours pour descendre dans le sud du pays. Là-bas, il a habité chez sa sœur, il a dû se réconcilier avec elle pour pouvoir habiter chez elle pendant 3 jours pour retrouver exactement un fabricant où il pourrait acheter quoi? Des chaises qui ont la teinte des moulures qui est totalement assortie à celle de la table. Il dit, c'est lui qui vient nous faire des leçons sur comment on se galère la vie. C'est lui. Il dit, Atalorachol la tête, la Chaim Lizrom Beharmonia, il utilise les mêmes termes. Tu peux pas laisser la vie couler tranquille Beharmonia. Toi, tu me parles de détails. Toi, tu me parles d'harmonie. Il dit, viens voir à la maison chez moi. Viens voir chez moi à la maison. Chez moi, j'ai 2 chaises en plastique, une chaise en bois un peu cassée, et une chaise fauteuil comme ça. Et ils arrivent tous à s'arranger Beharmonia. Toi, tu viens. Qu'est-ce qu'il lui avait dit l'autre? Il lui dit, vous galérez la vie sur la souka. Il dit le Chazon Ish lui-même. S'il n'avait pas une souka, comme il veut, il se serait pas assis dans ma souka. Je serais assis dans ma souka. Alors il lui dit pareil. Il dit le Chazon Ish lui-même. S'il n'avait pas une chaise avec la teinte des moulures qui est assortie à la teinte des moulures de la table, il se serait pas assis sur ma chaise en plastique. Il se serait assis aussi dans ma chaise en plastique. Et toi, tu viens me parler de détails. Il n'y a pas de limite à l'hypocrisie. Voilà, il était déjà un petit peu ébranlé et il continue. Il lui dit, tu me parles du hétrog. Je vais vous raconter, il se tourne vers les élèves, je vais vous raconter ce qui s'est passé il y a 2 mois. Il y a 2 mois, il y a un élève, Chaz Shalom, Al-Tiftar Pela Satan, ça veut dire qu'il ne faut pas donner d'armes, faut pas ouvrir la bouche au Satan. Bouchez-vous les oreilles si vous avez les oreilles, si vous êtes un petit peu sensible. Et il y a un élève, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est appuyé sur la voiture du voisin. Une voiture presque neuve, avec peinture métallisée. Il est sorti en hurlant de sa maison. Il est venu regarder s'il n'y avait pas une rayure sur la voiture. Il dit, une voiture, c'est pour rouler. Tu peux pas, la tête, la Chaim Lizrom Beharmonia. Tu viens chercher les problèmes. Et toi, tu me parles du hétrog. C'est toi qui viens chercher les problèmes sur la voiture. Est-ce qu'il n'y a pas
Et toi, tu viens nous faire la leçon des détails et de se galérer la vie, d'obscurantisme, d'être marqué, de s'étouffer, c'est toi qui viens nous, enfin, il s'adresse à ses élèves, c'est lui qui vient nous faire la leçon là-dessus. Il n'y a pas de limite à cette hypocrisie. Il dit, je vais vous expliquer. Il dit à ses élèves comme ça. Il dit, je vais vous expliquer. Chaque être humain, quel qu'il soit, il a été créé par Dieu avec une tendance à la perfection. Il veut tendre vers la perfection. Il n'a pas de possibilité de tendre vers la perfection sur tous les domaines, à moins de devenir fou. Sur tous les domaines, on ne peut pas tendre vers la perfection sur tous les domaines. Donc, c'est la Bechira, c'est le libre arbitre de chacun, de décider vers quoi il va tendre dans la perfection. Tout le monde a envie de tendre vers la perfection. Maintenant, chacun décide dans quoi. Il dit, toi, tu as décidé de tendre vers la perfection. Lui, il a décidé de tendre vers la perfection. Sur la peinture métallisée de ta voiture et sur la teinte des moulures de tes chaises, très bien, c'est ton droit. Et peut-être que nous, on se galère la vie, mais nous, on a décidé de tendre vers la perfection dans les mitzvot, dans la soukha, dans le hétrog. Peut-être qu'on est fou, mais toi, tu peux pas venir nous faire la leçon de tendre vers la perfection. Toi, t'as quitté. Comment toi, tu peux venir nous faire la leçon là-dedans? Si après 120 ans, à la fin du CDD, on se retrouve devant le bon Dieu, et ce qui est là-bas mis à l'honneur, c'est la peinture métallisée de la voiture, ou les moulures des chaises, alors c'est toi qui a été gagnant dans l'histoire. Si là-bas, ce qu'on met à l'honneur, c'est les trogim et les tzoukot, alors c'est nous qui sommes gagnants, mais toi, tu peux pas venir nous faire la morale. Il dit, et il raconte une autre histoire, il dit, et tu te rappelles quand t'as hurlé, on avait cru qu'il y avait eu un meurtre chez toi, qu'est-ce qui s'était passé? Il était en train de mettre un nouveau carrelage dans son entrée. Il a entendu hurler de la yeshiva, Shinaïm! Ça veut dire quoi, Shinaïm? Traduit textuellement, ça veut dire des dents. Et quand on pose un carrelage, et qu'il y a un léger écart entre un carreau et l'autre, ça veut dire qu'il y en a un qui est un petit peu plus haut que l'autre, et ça fait une petite dent, comme ça. Ça s'appelle, dans un langage des shipputzim israéliens, des travaux de rénovation israéliens, Shinaïm. Et il hurlait sur les employés, Shinaïm! Il dit le Chazon Ish lui-même, s'il y avait des Shinaïm, tu crois qu'il marcherait là? Il marcherait le Chazon Ish. Comment toi tu peux venir nous faire des leçons de perfection? Et ça c'est un truc qu'il faut bien garder en tête. On tend tous à vouloir faire les choses. On dit on est perfectionniste. En fait on est tous perfectionnistes. Il y en a c'est dans le balagan qui sont perfectionnistes. Peu importe, ils ont besoin de leur balagan. Ça arrive, j'en suis. Merci. Regardez mon bureau après l'ordinateur, si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Le truc, il est de savoir dans quoi j'ai décidé de mettre cette tendance vers la perfection. Sur quoi je le mets. C'est à moi de décider. Une fois, mon Rav, il s'était retrouvé à faire une évaluation dans une école sur comment on enseigne à faire Netiat Yadayim. Est-ce que c'est... Je suis filmé, il y a des trucs que je peux pas dire. Est-ce que c'est comme dans certaines écoles, quand on apprend les halachot, moi j'ai vu un cours dans une certaine école, on apprend les halachot, c'est 1 assour, 2 assour, 3 assour, 4 assour, 5 assour, 6. On dit tous les trucs assour. Les lois du Beth Midrash. Dans le Beth Midrash, on n'a pas le droit de faire ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Ouais. Et donc lui, il essayait d'évaluer une autre méthode d'apprentissage, par exemple, sur les Tchaddaïm, plutôt dans le niveau positif, qu'est-ce qu'il faut faire pour un Tchaddaïm, pas tout ce qui est interdit à faire. Donc il a fait une évaluation, on a donné des cours comme ça, une méthode classique, et après, lui, il se cachait à l'endroit où les élèves, c'est un internat, ils descendaient, ils allaient faire Netiat Yadayim avant d'aller manger. Alors, il raconte qu'il a regardé, donc c'était une centaine d'élèves sur lesquels on a fait les cours de manière classique. Il y en a 3 qui ont fait Netiat Yadayim, déjà. 3 sur 100. Et il y en a plein il raconte, il y en a plein qui venaient, qui passaient devant l'endroit où on fait Netiat Yadayim, ils faisaient comme ça, un petit câlin au robinet, et ils partaient. Genre,
je t'aime bien, un jour viendra, on sera potes, on fera quelque chose ensemble. Et il partait genre, donnez un peu bonne conscience, on a fait quand même quelque chose. Et il partait. Et il y en avait un sur les trois qui est fait, c'est comme ça, c'est séché les mains, tout exactement comme il faut. Et donc là, il se rapproche, il n'était pas habillé en pingouin comme maintenant ou comme il est habillé d'habitude. C'était pour l'expérience, donc il est un petit peu déguisé. Pas que les gens ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui se passe, mais là ils l'ont vu s'approcher, regardez quoi, qu'est-ce qu'il y a et tout. Il a dit, c'est Miktswan, c'est un pro. Je vais tirer Tadaim celui-là. Alors ils ont dit, qu'est-ce que ça veut dire quoi un pro? C'est quoi du professionnalisme là-dedans? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il a fait tout exactement comme il faut faire. C'est essuyer les mains après, tout exactement comme il faut faire. Alors les élèves vous laissent comprendre, qu'est-ce que tu veux dire? C'est ça tout son truc, c'est de rendre, d'utiliser des termes chol pour ce qui est kodesh, professionnalisme. C'est pas dire medagdeg be mitzvot. En hébreu, on dirait medagdeg. Fais très attention aux mitzvot. Il utilise des termes pas de la Torah. Professionnalisme dans Nditiat Yadayim. Une fois, alors les élèves, ils avaient envie de comprendre qu'est-ce que tu veux dire par là. Alors, regardez, je vais vous expliquer qu'est-ce que je veux dire par là. J'ai l'impression que ça étouffe, que c'est des détails, que c'est insupportable, pourquoi on se rajoute des trucs. Quand c'est des khumrot, on se rajoute des trucs, pourquoi on va se rajouter des trucs? Il y a déjà assez à faire comme ça. Une fois, il y avait alors il leur raconte comme ça, il dit, j'avais un travers, un copain avec qui j'étudiais, qui est peintre professionnel. C'est un peintre professionnel, il adore ça, il vivait de ça, il gagnait beaucoup d'argent, c'est par exemple, je sais pas si vous avez vu le sketch des inconnus, on peut mettre le prix là-bas. Le mec, il gagne sa vie là-dedans. Il a fait tchouva, donc il étudiait Kavoa régulièrement avec mon Rav, mais il avait encore besoin pour le kiff, de continuer à peindre. Et donc, il continue à peindre, et il propose à moi, viens me voir dans mon atelier, viens, qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'y comprends rien à la peinture, qu'est-ce que tu veux, je sais pas. Un jour, ils ont dû étudier à la maison, ils continuent à presque harceler, mais viens voir, regarde, c'est ma passion, moi j'adore ça, viens voir comment je peins. Sa femme qui a entendu ça, mon rêve, elle lui a dit, qu'est-ce que tu t'en fiches, ça lui fait plaisir, vas-y, va avec lui, tu passes là-bas un petit moment, et tu regardes comment il peint. Bon, ok. Donc il est allé avec lui, il dit à peine, il a fermé la porte, déjà j'ai regretté. Ça, il nous raconte. Il a fermé la porte, j'ai regretté, c'était étouffant, c'était petit. Et je vois, il y a un tissu comme ça, blanc. Je me suis dit, bon, il va nous dessiner des arbres, un bateau, un petit truc sympathique. 5 minutes, je suis dehors. Il attend, il le regarde, là, il dit, je vais pas m'asseoir. 5 minutes, ça va. Il regarde, et il le voit en train de chercher le pinceau. Il y a un pinceau, prends un pinceau, et vas-y, pas. Non, cherche le pinceau. Un peu plus petit. 5 minutes sont passées, il a toujours pas trouvé le pinceau qu'il lui faut. Il devient fou, mon rêve, il devient fou. Il peut pas partir, ça se fait pas, il est venu avec lui, il sait pas combien de temps ça va durer. 5 minutes, il a même pas encore trouvé le pinceau. Sauf, il trouve un pinceau. Il sourit. Un grand sourire sur la bouche sur les lèvres du peintre, il a trouvé le pinceau qu'il faut. Mais il n'a pas fini. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort des ciseaux, et il commence à lui tailler la coupe au pinceau. Coupe un peu là, 3 poils là. Il commence à lui faire la coiffure. Il s'est dit, à la fin, il va quoi? Il va présenter le pinceau. Ça y est, il a trouvé le pinceau, un grand sourire. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'est la couleur. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à mélanger des couleurs. Il dit, attends, je comprends pas, t'as les moyens, tu vas, t'achètes, il y a des palettes comme ça, clac, t'as 36 couleurs. Non, il prend une palette, il dit, c'était déjà tous la même couleur. Un peu plus clair, un peu moins clair, on va pas différence, il commence à faire des mélanges entre deux. C'est pas genre, il prend du vert et du rouge, il sort une couleur, une nouvelle couleur. Non, il prend 2 marrons, McGill, ça veut dire, écœurant. Et les 2 marrons, il les mélange ensemble. Il fait des mélanges, il continue les mélanges jusqu'à ce qu'il y ait le truc. Et après, il prend le pinceau à laquelle il a fait la coupe, il trempe dedans, et il s'approche comme ça du truc. Il recule. 5 minutes, il hésite où il va mettre. Après, d'un coup, il fait un tout petit truc, tac. Il est en sueur, le gars, il y a un tout petit trait marron. Il est tout content. Il est comme un malade du petit trait marron qu'il a fait. Et mon Rav, il raconte ça aux élèves. Il leur dit, ça, c'est du professionnalisme. Moi, j'y comprends rien.
Moi, ça me saoulait. J'y comprends rien. Il dit, mais lui, il peint pour le kiff. C'est un kiff, ça. Il transpire, il sue. C'est insupportable pour lui. Regarde dans quel état il est. Il souffre. Il dit, moi, tu veux peindre pour le kiff? Viens, je te montre comment ils peignent mes enfants. Eux, ils peignent pour le kiff. Ils ont même pas besoin de pinceau. Qu'est-ce que t'as besoin de pinceau? T'as les doigts. T'as même pas besoin du tissu. Il y a les canapés, il y a le sol, il y a les murs, Qu'est-ce que t'as besoin du tissu? Et eux, tu vois, ils ont un sourire d'ici à ici. Tu vas voir, eux, ils peignent pour le kiff. Lui, il peint pour le kiff. Il peint pour le kiff. Il se galère, oui. Alors, ses élèves, ils lui ont dit, qu'est-ce que tu compares? Lui, c'est un professionnel. Tes enfants, ils peignent pas pour le kiff. Ils s'amusent. C'est pas de la peinture. Il dit, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Décide d'être professionnel ou pas. Savoir que, étant donné que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec la Torah, donc évidemment qu'il y a des détails et des détails et des détails et des détails. Et on pourra toujours avancer dans les détails. À toi de savoir, est-ce que tu as envie d'être professionnel ou tu as envie d'être un peu comme ça. Il y a un chirurgien. Imagine un chirurgien, ça me fait penser il paraît qu'il y a des pilotes, enfin des gens qui avaient prévu de faire le 11 septembre, des terroristes qui ont été attrapés, je sais pas combien c'est vrai ou c'est une blague pour se moquer d'eux, je sais pas, qui étaient arrêtés parce que pendant les cours de pilotage, quand il y avait des cours sur atterrissage, ils disaient non, moi c'est bon. Moi j'ai besoin de décoller et après de viser. Pas besoin de l'atterrissage. Imaginez un pilote qui se dit non, moi c'est bon, je me limite à, pas possible. Imaginez un chirurgien qui est là, il est là dans ses cours et il dit non, ça. La différence entre une veine et une artère, c'est coupe, on verra, on repousse, ça va, c'est pas. Ouais, là-dessus ça nous fait rire. Mais dans chaque point un peu sérieux, si on veut le faire bien, il faut le faire professionnellement. Si on veut le faire vraiment bien, il faut le faire professionnellement. C'est pareil dans, moi, la formation que j'ai passée en Israël pendant 3 ans, qui s'appelle Yoetz Torani, conseiller en Torah, textuellement. Il nous a dit, premier jour de la formation, il nous a dit, il y a une mitzvah dans la Torah, vous allez devoir aider les gens. On va vous former à aider les gens. Pourquoi? Parce que il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle Ish Edreu Ta'azor. C'est une des 613 qui s'appelle d'aider quelqu'un. Cette mitzvah-là, on va vous l'apprendre à faire professionnellement. Je sais pas s'ils ont réussi, en tout cas le but c'était ça. C'était de rendre professionnel une mitzvah de la Torah. Une, de manière complètement professionnelle. Comment parler, comment pas parler, comment réagir, de quoi avoir l'air, etc., etc. C'est ça l'idée d'être professionnel dans un domaine. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce gars-là, ce peintre, ou chacun de nous, quand on voit de l'extérieur, on a l'impression qu'il souffre. Il se galère. Ça, pas ça. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin sur son petit trait? À la fin, il a un sourire énorme. Pourquoi? Parce qu'il a un sipouk, il a une joie qui est indescriptible, après tellement d'efforts, du résultat. Il a une joie de malade. Il kiffe. Alors que de l'extérieur, quand on le voit, on a l'impression qu'il a souffert. Non, il a une joie. Il est heureux. C'est ce qu'on appelle la Hana Rouchanit. C'est-à-dire qu'il faut développer la prise de conscience. Il y a une Hana qui existe, il y a un kiff qui existe, qui n'est pas un kiff matériel, qui n'est pas combien kilos de kiff on peut mesurer, combien il était bon le hamburger, combien la voiture, j'ai la classe dedans, combien tous les trucs romeries. Pas que ce soit pas important la voiture, c'est très important la voiture, et les sièges en cuir et tout, ultra important. Il faut savoir que c'est romerie. Il y a un kiff au-dessus de celui-là. Il y a un kiff un petit peu différent. Et il existe. Même si de l'extérieur, on a l'impression que c'est pas un kiff. On a l'impression qu'il souffre, le peintre. Non, pas du tout. Étant donné qu'il fait les trucs de manière professionnelle, il kiffe. Alors, on n'a pas le temps de rentrer trop parce qu'il faut enchaîner sur les ateliers. Mais juste, encore quelques petits points. Je vous prends. Il y a un verset dans Tehillim. Je vais poser une question à partir de là. Il y a écrit dans 62:13, Ulecha Hashem Chesed
Ki ata teshaem leish kema'aseu. Ulecha, Hachem, chesed, et toi, Hachem, tu n'es que bonté. Ki ata teshaem, parce que tu récompenses, tu payes, tu récompenses, tu amènes récompense à un homme kema'aseu en fonction de ses actions. Et Hachem, tu n'es que bonté parce que tu récompenses les gens en fonction de leur action. Pourquoi tu n'es que bonté? Quel rapport avec la bonté? Tu n'es que justice. On aurait dû dire. Si tu récompenses quelqu'un plus que ses actions, alors tu peux dire c'est de la bonté. Et si écrit dans le verset, tu les récompenses en fonction de ses actions. C'est pas du chesed, ça. C'est pas du chesed. C'est du tzedek. C'est de la justice. C'est de la droiture. C'est bien. Pourquoi chesed? Pourquoi c'est bien? L'enseignement de David Ameller, il nous dit non, chesed, c'est du chesed. Pourquoi c'est du chesed? Parce que, après, à la fin du CDD, on va se rendre compte que chacune de nos actions, sans exception aucune, toutes, on peut les faire pour en faire des mitzvot. C'est pour ça qu'il y a des mitzvot tout le temps. Là, partout, tout le temps. Et que toutes les galères qu'on a l'impression d'avoir, en fait, tout dépend de notre libre arbitre. Est-ce qu'on décide de les avoir sur des mitzvot, ou on décide de l'avoir sur d'autres choses? Et toutes les galères, ce qu'on a l'air d'être des galères, toutes les actions, tous les efforts qu'on va fournir, en fait, tous ces efforts-là, la même quantité d'efforts, on peut la mettre dans la Torah. Exactement la même. Et c'est pour ça que c'est du chesed. Parce qu'on peut tout orienter sans exception aucune, parce qu'il y a des tonnes et des tonnes de détails. Blissof, on peut toutes nos actions et tous nos efforts les orienter vers quelque chose qui s'appelle la Torah, le Kiddush Hashem, les mitzvot, etc. C'est pour ça que je vous conseille, je vous recommande, je vous invite à étudier la Torah, même après 2h du matin, tant que vous pouvez, parce que vous allez découvrir des mitzvot que vous n'avez pas idée qu'ils existaient. Tout le temps, vous allez en voir, et encore une autre opportunité de faire une mitzvah, et encore une autre, et encore une autre, et encore une autre. Mon Rav, il a fait faire tchouva à tout un groupe, c'est le plus difficile, de ceux qui ont eu une éducation religieuse ultra-orthodoxe, marnique, étouffante, et qui ont abandonné. C'est le plus difficile. Que par là. Il leur a dit, ouvrez les yeux, regardez combien de mitzvot on peut faire, juste pour, je me rends pas compte, mais c'est une mitzvah. Il a fait avec eux ce qui s'appelle un Osef mitzvot. Osef, ça veut dire on fait la collection. Venez, on fait la collection de mitzvot. Il leur a dit comme ça, par exemple. Il leur a dit, venez, on se réunit, bon, si on a quelque chose à discuter, on discute, s'il y a rien à discuter, on étudie. Alors les gens, ils ont dit, ah, mais on est des non-religieux, nous, qu'est-ce qu'on va étudier? Il dit, pourquoi il y a écrit quelque part que c'est interdit pour les non-religieux d'étudier? Ah, eux aussi, ils ont une mitzvah. Et donc, ils ont commencé à étudier, sans kippa. Juste pour l'étude. Il y en a un qui a dit à un moment, si Barchnu Otam. Barchnu Otam, ça veut dire on les a embrouillés. On va se retrouver à la fin du CDD devant le bon Dieu, sans kippa, avec un bagage, un wagon entier de mitzvot. On va les embrouiller grave. Il y en a un autre, et donc ils ont commencé à rentrer dans un délire de trouver des mitzvot qu'ils appelaient des mitzvot shel chiloni, des mitzvot de non-religieux. Celles que même les non-religieux, ils ont le droit de faire. Quoi, par exemple? Alors, il y en a un qui a dit, j'ai appris, quand j'étais religieux, il y a 6 mois, que voler la place dans une queue à quelqu'un, c'est assourd. Et moi, je me suis retrouvé dans une énorme queue, j'avais l'opportunité de voler la place de quelqu'un. Je l'ai pas fait, je suis resté derrière, une mitzvah. Super. Une mitzvah. L'autre, il lui dit quoi? Il lui dit, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en moto, il a une moto de malade, je me suis arrêté au feu rouge. Une mitzvah. Il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle Ushmartem meod le nafshotechem. Ferez attention à vos vies, vous devez prendre soin de votre santé et de votre vie. Je brûle le feu rouge, je me mets en danger, je fais une avéra. Je reste au feu rouge, je fais une mitzvah. Etc. Et ils ont commencé à faire un issouf de mitzvot, donc une collection de mitzvot. Toutes ces mitzvot-là, on se rend pas compte qu'il y a un mitzvah juste parce qu'on sait pas que c'est une mitzvah. Ils se sont rendus compte que se réunir et se dire bonjour, il y a une mitzvah dans le Ramban, c'est ramené, que dire bonjour à quelqu'un avec un sourire, c'est une mitzvah de la Torah. C'est pas un détail, c'est pas un truc en plus, c'est une mitzvah de la Torah.
fait plaisir à quelqu'un. Ils ont commencé à se dire bonjour, etc., comme ça. Et très rapidement, ils se sont dit, on les a embrouillés là-haut. On n'est pas religieux, on met pas les tefilines, on met pas la kippa, on a des wagons de mitzvot derrière nous. C'est l'opportunité qui est donnée à chacun de nous. C'est ça, les Hachem chesed. C'est de la bonté parce que tous nos efforts, on peut les orienter vers des choses qui sont ultra simples. Il suffit de le savoir. Je vous souhaite d'aller devenir des professionnels et de perfectionner dans les domaines importants. Merci de votre écoute. Bonne soirée.